La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr. Voilà la République et les langues régionales aujourd'hui en France. La charte européenne des langues régionales ou minoritaires est-elle conforme et compatible avec notre constitution? Ce seront ce seront les thèmes de notre émission. Alors bonjour André Bellon. Bonjour. Alors faut-il le rappeler, vous êtes président de l'association pour une constituante et vous faites votre retour à ce micro. Auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date, si je ne me trompe pas, et ceci n'est pas une dictature. Absolument. De plus en plus d'actualité. Voilà. Et puis vous avez été de nombreuses années député des Alpes de Haute-Provence. Et à ce titre-là, vous êtes issu d'une région où on parle le provençal. Voilà. Bonjour Louis Sézy. Bonjour Michel. Voilà, donc vous êtes membre de l'association, docteur en sciences de l'éducation et donc animateur régulier de ces émissions ensemble tous les mois. Alors justement, donc ceci n'est pas une dictature, André Bellon. On vous sent, avant d'attaquer notre thème sur les langues régionales, chafouin depuis dimanche dernier. Depuis dimanche dernier, c'est peut-être bien avant. Hein. Je dirais que dimanche dernier a été un point d'orgue dans une dégradation générale de la vie publique. Moi, je comprends parfaitement la réaction qui a eu lieu, qui a consisté à faire barrage à des thèses extrémistes. Bon, cela étant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a résolu le problème ? Bon, on n'a pas résolu du tout. Les mêmes questions demeurent. Et d'ailleurs, la réaction du président de la République, c'est on ne change rien. Parce que dans son idée, il fait tout pour être au deuxième tour contre Marine Le Pen en espérant que la droite votera pour lui. Et puis voilà. Ce qui veut dire qu'il peut passer entre les gouttes et perpétuer une politique qui est devenue hyper minoritaire dans le pays en jouant sur les institutions. Ce qui est, moi, je trouve moralement indéfendable, mais bon, que voulez-vous, c'est pas moi qui décide. Hein. Mais ce qui m'a frappé, mais c'est pas la première fois, c'est que devant un danger réel, on appelle à la mobilisation pour pouvoir ne rien changer. Voilà. Alors, ce qui est quand même frappant, c'est que depuis 2002, parce que 2002, il y avait déjà eu l'épouvantail FN, le PS n'a jamais posé la question de son rapport aux classes défavorisées, au milieu ouvrier, populaire, sa déconnexion totale. Ah, c'est pas son problème du tout. Il n'y a aucune évocation du fait qu'il pourrait y avoir un lien de cause à effet. Je dirais même qu'il a franchi une étape ce coup-ci, parce que, bon, en tant que provençal, moi-même, j'ai été frappé du fait que le PS a donc retiré son candidat et a appelé à voter au nom de la République pour quelqu'un, M. Estrosi, qui se dit bonapartiste, et au nom de la lutte contre le Front National pour quelqu'un, M. Estrosi, qui avait appelé à l'union avec le Front National. Bon, une chatte n'y retrouverait pas ses petits, mais bon, c'est ce qu'on appelle la vie politique aujourd'hui. Alors, sauf si Louis veut commenter également. Juste un mot, simplement, nous avons un mécanisme institutionnel avec cette élection du président au suffrage universel et avec le fait qu'au deuxième tour ne demeurent en présence que 2 candidats qui aboutit à une simplification extraordinaire de notre vie politique et où finalement les choix se portent davantage sur les hommes que sur les programmes, et les programmes alternatifs qui puissent embrayer sur un projet politique
pour notre pays, ce qui n'est plus le cas maintenant depuis des années et même des décennies, pourrait-on dire. Écoutez, histoire de mettre une boutade dans ce monde de tristesse, nous allons proposer d'élire le président de la République à la proportionnelle. Voilà, donc voilà une solution. Ça va être un curieux mélange, alors j'ose pas imaginer le résultat. Bien, alors les langues régionales, elles existent, elles font partie de l'histoire de France, elles existent depuis longtemps, elles sont enseignées dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées. Donc c'est inscrit dans notre constitution. Depuis 2008 il est inscrit également que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Néanmoins, par ailleurs, c'est exact. Jusque-là, on est d'accord. Il y a une charte européenne des langues régionales et minoritaires. Donc, qu'est-ce que c'est que cette charte ? Quelles sont les langues concernées ? Quelles sont les langues régionales en France ? Quel est exactement leur statut ? Quel est leur enseignement ? Et évidemment, la République les a-t-elle ou les étouffe-t-elle encore ? Ce sera c'est notre programme de notre émission de ce matin. Alors, donc, on commence par la charte des langues régionales et minoritaires. Oui, bien sûr. Si vous en êtes d'accord. Vous avez raison de rajouter minoritaire, parce qu'on oublie toujours donc la langue des communautés immigrées qui sont venues sur le territoire national. Bon. Donc il y en a un certain nombre, comme vous imaginez. Alors donc, qu'est-ce que c'est que cette charte européenne ? Alors d'abord, quand on dit charte européenne, ce n'est pas une charte de l'Union européenne, c'est une charte du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est difficile de définir, c'est un peu la pensée, j'allais dire par boutade, des fois je dis, c'est un peu par rapport à l'Union européenne, la congrégation de la foi par rapport au Vatican, vous voyez. Oula, alors là, il va falloir décrypter. C'est-à-dire ceux qui donnent un peu la doctrine, le dogme, la pensée, voilà. D'accord, bon. D'accord. Voilà. La philosophie politique. Les inspirateurs de la philosophie, oui, voilà, en quelque sorte. Donc c'est pas le Conseil de l'Union européenne. Non, c'est le Conseil de l'Europe. C'est un truc très particulier dans lequel il y a des pays d'ailleurs qui ne sont pas dans l'Union européenne, la Turquie par exemple. Et ceux qui ont adhéré à l'Union européenne depuis quelques 10 ou 20 ans étaient dans le Conseil de l'Europe, mais n'étaient pas dans l'Union européenne. Bon. Alors c'est une charte dont l'inspiration vient des pays qui sont des pays qui ne sont pas, qui sont assez marqués par un fonctionnement entre communautés, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas une unité de peuple. Je pense à tous les pays de l'Est, la Hongrie, la Roumanie, où il y a des communautés avec d'ailleurs des bases territoriales assez importantes. Donc cette charte, dans le principe, elle dit il faut sauvegarder les langues qu'on appelle donc régionales ou minoritaires. Et il faut leur permettre d'exister. Bon, jusque-là, moi, je ne vois pas de problème particulier. Au contraire, je crois qu'il faut militer pour cette idée-là. En revanche, elle dit dans la vie privée ou publique. Alors, dans des pays où il y a réellement des communautés, c'est-à-dire, au fond, une multiplicité de communautés ou même de peuples, on pourrait dire. Bon. Oui, la question peut se poser en ces termes. Si on le met en France, est-ce que ça veut dire qu'on régionalise l'administration, par exemple ? Est-ce que l'administration ou les textes administratifs doivent être dans des langues régionales ? Bon. Est-ce qu'on doit donc rompre une certaine... Alors certains diraient une unité oppressive de la nation. Moi, je dirais une certaine unité du peuple qui communique, dont les citoyens communiquent entre eux. Et
au début de la Révolution, quand je pense que vous avez dû en parler avec Florence Gauthier quand elle est venue. Hein. Oui, c'était le mois dernier, Ouais. sur le rôle du peuple dans la Révolution. Voilà. L'idée de la République une et indivisible, contrairement à ce qu'on nous raconte aujourd'hui, soit par malveillance, soit parce que les gens qui en parlent ne connaissent rien du tout, l'idée de la République une et indivisible ne séparait absolument pas Girondins et Jacobins. Pas du tout. Ils étaient unis au départ, quand on a proclamé la République, sur l'idée qu'elle était une et indivisible. Mais ça voulait dire quoi dans leur esprit? Ça ne voulait pas dire quelque chose d'oppressif. Ça voulait dire que les citoyens avaient tous la même capacité pour être citoyens et plus sujets. Et ça, c'est important. C'est important parce que du coup, il fallait qu'ils aient les mêmes moyens, par exemple, pour en parler entre eux. Jusque-là, la langue générale, nationale, d'ailleurs le français, quoi, était une langue des gens aisés, des nobles éventuellement et des grands bourgeois. Le peuple avait donc besoin d'un intermédiaire pour communiquer. Si on le donne à tout le monde, et en particulier par l'éducation, il y a un côté libérateur, curieusement, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui. Ouais. D'accord, donc en fait, la généralisation du français avait une fonction de libération, d'accès. Il y avait une idée que, bon, je vais faire un parallèle stupide, mais l'idée de généraliser le système métrique, par exemple, c'est un peu de même nature. C'est-à-dire on n'a pas des mesures différentes sur les régions. On peut échanger en ayant une règle commune. Bon. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on supprime la langue locale, pas du tout. Alors qu'ensuite, il y a eu, dans la volonté de faire passer la langue nationale, des méthodes plutôt dures, sans doute. C'est même certain qu'il y a eu des formes assez brutales. Bon. La forme, à mon sens, est tout à fait condamnable. Cela étant, le fait qu'on puisse avoir une langue commune dans laquelle on peut échanger et vivre ensemble ne me paraît pas en soi une mauvaise chose. Et si vous le permettez, j'ai apporté un petit texte, pas très long, hein, qui dit ceci, au moment de la Révolution. Hein. Fuyez la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner. Laissez aux individus, laissez aux familles le droit de faire ce qui ne nuit point à autrui. Laissez aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires en tout ce qui ne tient point essentiellement à l'administration générale de la République. En un mot, rendez à la liberté individuelle tout ce qui n'appartient pas naturellement à l'autorité publique et vous aurez laissé d'autant moins de prise à l'ambition et à l'arbitraire. Or, question pour les auditeurs, c'est de qui ? Alors là, c'est de Robespierre. Voyez-vous. Vous voyez qu'on a parfois une vision des choses un peu faussée. Alors Louis, cette charte européenne des langues régionales et minoritaires, quelles langues sont concernées, quel est le champ d'application de cette charte, pourquoi est-ce que alors non pas l'Union européenne, mais le Conseil européen a souhaité mettre en place une telle charte? Conseil de l'Europe. Alors, la France a longuement hésité avant de se lancer dans un processus de ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Et en 1998, le Premier ministre à l'époque, donc c'était Lionel Jospin, en période de cohabitation, avait confié au juriste et professeur de droit constitutionnel Guy Carcassonne le soin d'étudier dans quelles conditions cette charte pourrait éventuellement être ratifiée par la France. Et Guy Carcassonne a fait une étude très exhaustive de confrontation de cette charte avec la Constitution, 128 pages pour cette consultation. Et à l'issue de son processus intellectuel, si j'ose dire, il estimait que rien ne s'opposait à ce que la France ratifie cette charte
en invoquant le fait que, ma foi, il n'y avait pas de droit imprescriptible qui était affirmé, ce qui n'est pas le cas, puisque la charte parle bien de droit imprescriptible en ce qui concerne l'accès aux langues régionales. Il estimait également que la notion de locuteur, ma foi, n'était pas contraire au principe d'égalité inscrit dans notre Constitution, puisque les locuteurs n'étaient jamais qu'un groupe d'individus, etc., etc. Et donc, on voit bien qu'au terme de ce processus, il y avait manifestement presque une commande pour aller dans le sens d'une ratification de la langue européenne, de la charte européenne des langues régionales. Et donc, on l'en a confié à un linguiste, Bernard Cerchiglini, qui est un éminent linguiste, le soin d'évaluer les langues qui, en France, pourraient donner lieu à l'application du dispositif de la charte de 1992, puisqu'elle avait été signée et ouverte en novembre 1992 par le Conseil de l'Europe. Et Bernard Cerchiglini, au terme d'une étude très, très fournie, a conclu sur le fait qu'il n'y avait pas moins de 75 langues régionales qui pouvaient être concernées par le dispositif de la charte. Et minoritaire. Minoritaire. Pour la France, il estime qu'il y avait 20 langues régionales qui étaient concernées. Il déclinait le basque, le breton, le catalan, le corse, le flamand occidental, le franco-provençal. Ça, c'est pour les langues dites non françaises. En ce qui concerne l'occitan, il estimait qu'il y avait le gascon, le languedocien, le provençal, l'auvergnat limousin, l'alpin dauphinois. Et pour les langues d'oïl, il relevait pas moins de 8 langues concernées, le franc-comtois, le wallon, le picard, le normand, le gallo, le poitevin saintongeais, le bourguignon morvandio, et le lorrain. Et pour les langues minoritaires, il estimait qu'il fallait faire une place au berbère, à l'arabe dialectal, au yiddish, au romani chib et à l'arménien occidental, compte tenu des minorités qui étaient venues s'établir en France. Alors ça faisait 20 langues régionales à l'intérieur de l'Hexagone, mais auxquelles il fallait ajouter 55 langues régionales des départements et territoires d'outre-mer, langues les plus diverses, des créoles de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le tahitien, etc. Donc on voit bien le nombre conséquent, considérable, ça ouvre une boîte de de langues qui étaient concernées par précisément l'application du dispositif de la charte européenne. Alors, il faut bien insister. Donc là, il y a les langues régionales, c'est toutes celles que vous décrivez. Et puis, les langues minoritaires, c'est celles qui sont parlées par des minorités qui peuvent Sauf qu'en ce qui concerne les langues minoritaires, Cerchiglini avait pris un peu de liberté, si j'ose dire, en ce sens que ces langues minoritaires, normalement, doivent être parlées dans un territoire bien délimité. Ce qui n'est pas le cas du berbère, de l'arabe dialectal, du yiddish, du romani, de l'arménien occidental, qui sont parlés un peu dans tous les coins de la France, là où ces populations migrantes sont allées bien sûr les unes et les autres s'établir. Donc il n'y a pas de territoire dans lequel on rassemble ces langues dites minoritaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas une population conséquente à un moment donné, amassée sur un point du territoire français, qui ferait que l'on puisse ouvrir droit à considérer tel ou tel type de langue minoritaire. Donc là, voilà, il y avait quand même liberté par rapport au principe même énoncé par la charte. Ok, donc cette charte, cette fameuse charte, finalement, son but, c'est de promouvoir ces langues régionales et minoritaires, de promouvoir leur emploi, comme vous l'avez rappelé, dans la vie privée, mais aussi dans la vie publique. Ça part du principe que ces langues sont menacées. Enfin, la charte ça part de l'idée. Ça part de l'idée André. Que non seulement elles sont menacées, ce qui n'est pas faux, du moins pour un certain nombre d'entre elles, mais ça part de l'idée aussi qu'il faut les revaloriser dans la vie courante. Bien.
Les partisans de la ratification de la charte disent « Oui, mais ce n'est pas grave, dans la mesure où on va ratifier seulement certains articles, c'est très vicieux cette charte sur le plan juridique. Il y a un certain nombre d'articles, je ne sais plus exactement combien, 70... 23, oui, pardon, oui, je confonds avec autre chose. 23. Et dans ces articles, vous en choisissez quelques-uns, et puis c'est tout. Sauf que quand on ratifie un texte, une charte, on ratifie aussi la philosophie qui la sous-tend et donc le préambule. Et le préambule, qu'on le veuille ou pas, c'est dans la vie privée et publique. Bon. Donc, au-delà de la ratification de tant d'articles, c'est bien la philosophie générale qui s'impose, et 2, les tribunaux qui vont en juger, puisque c'est une convention internationale, une charte internationale. Donc il y a des tribunaux pour ça, qui sont les tribunaux européens. Bon. Moi, j'aurais une tendance à dire, sur les articles dont on parle, ça mérite inventaire, bien entendu, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a des tas de choses qui me paraissent assez légitimes. Bon, de toute façon, depuis la Révolution, il s'est passé des choses. Alors, soit dit en passant, au début de la Révolution, le club qui allait devenir le club des Jacobins s'appelait le club des Bretons. Vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé, là aussi. Donc, nous sommes à un moment où la question des langues n'est plus celle telle qu'elle se posait au moment où on a cherché à développer le français comme langue commune. Qu'est-ce qui a changé ? Il y a d'abord le fait que les langues dites régionales et minoritaires sont enseignées depuis 1951 par la loi dite d'Exon, et qu'il y a eu un développement tout à fait considérable des étudiants qui le passent, même au bac. Moi, j'ai marqué, ça date un peu, mais enfin, dans l'année scolaire 2005-2006, 404 351 élèves. Bon, voilà. 450 000 élèves ont passé le bac, ils ont eu des options en langue régionale. Bon, et il peut y en avoir plus. Donc on peut développer encore ce genre de choses, et on peut reprendre un certain nombre des articles qui sont en question, mais par une loi française. Ce qui nous laisse, disons, dans un contexte où on n'est plus soumis une fois de plus à l'Europe. Parce qu'au fond, j'ai, pour ma part, la conviction que la vraie question qui est posée au travers de cette volonté de ratification, bien sûr, ce sont les langues régionales et minoritaires. Mais je crois que plus fondamentalement, c'est le fait de rentrer une fois de plus dans le cadre européen, de se soumettre une fois de plus à un pouvoir éloigné qui est celui de Bruxelles, de telle manière que la loi commune, qui est la loi française, s'aligne sur une loi différente et sur des règles différentes. C'est-à-dire que j'ai la conviction, au-delà des manœuvres tactiques, parce qu'il y a tout un aspect électoral dans cette affaire qui n'a échappé à personne de la part du président de la République, mais j'ai la conviction que ce qui est en filigrane, au prétexte sans doute justifié des langues, c'est l'Europe des régions. Voilà. Oui. Et oui, mais parce que c'est ça qui est dans ce texte. Et c'est une vision qui est une vision assez partagée par pas mal de pontes de l'Union européenne. Et quand on attaque la langue française, certes, on pose le problème, encore une fois légitime, des langues régionales, mais surtout, on promeut l'anglais dans la vision commune, parce qu'à force d'émietter les communautés, il faut bien quelque chose qui rassemble. Et à ce moment-là, c'est Bruxelles sur le plan politique, la langue anglaise sur le plan linguistique. Donc c'est divisé pour mieux régner, quelque part. Oui, absolument. Et ce n'est pas un hasard. Si on voit se développer l'obligation de l'anglais dans le même temps où se pose cette question. Je crois qu'il y a un lien entre les deux choses. Il y a deux mouvements... Oui, pour prolonger ce que disait André Bellon, il faut se rappeler que la charte a été élaborée à partir d'un texte et qui a été proposé par la conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe.
Donc on voit tout de suite quelle est l'inspiration et on voit bien le lien là entre les langues régionales et la notion de pouvoirs locaux émergents dans une Europe qui deviendrait cette Europe des régions appelée par les vœux de certains. Et pour également préciser aussi un autre point sur l'enseignement des langues que André Bello a déjà évoqué, les langues régionales en France, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas sans statut, puisque outre la loi d'Aixonne, d'autres lois sont venues ensuite. Il y a la loi de juillet 1989 relative à l'éducation, il y a la loi de 2005 également, qui font une place très forte aux langues régionales et qui appellent à des conventions d'ailleurs à conclure entre l'éducation nationale et les collectivités territoriales dans lesquelles ces langues sont parlées. Par conséquent, il est absolument excessif et même faux de dire que la République serait totalement indifférente au sort des langues régionales, puisque ces langues régionales font déjà l'objet de la préoccupation de notre République. Et à côté de l'enseignement de ces langues, donc, qui concernent le corse, le breton, le catalan, etc., on a également des CAPES pour la formation des enseignants qui ont été ouverts dans les langues régionales concernées. Donc, par conséquent, on a un dispositif qui est très fort et qui prend en charge la manière dont pourront être enseignées ces langues régionales. Ça n'est pas le désert. Donc, il y a évidemment en France tout un tas de choses. On les redétaillera tout à l'heure. Pour en finir avec cette charte, donc il y a quand même 24 pays qui l'ont ratifiée, donc pas la France. Par exemple, l'Allemagne l'a ratifiée, et donc il y a un certain nombre de langues qui sont reconnues, le bas allemand, le danois, puisque c'est minoritaire en Allemagne, des langues frisons, le romani, donc langue tzigane, et puis d'autres langues sorabes. Alors pourquoi, au-delà du fait que ça vient de l'Union européenne, est-ce que vous nous expliquez, elle n'a pas l'air très contraignante, cette charte. Oui, pourquoi ne pas la ratifier? Parce que finalement, ce qu'elle entre guillemets, oblige à faire, c'est de reconnaître les langues régionales, de les respecter, de les promouvoir, enfin de permettre leur promotion, etc. Oui, il faut bien faire la distinction entre la reconnaissance des langues régionales et ensuite les obligations qui sont imposées par la charte pour les États qui ont ratifié la charte européenne des langues régionales. Pour ce qui est de la reconnaissance, on l'a déjà évoqué, la France reconnaît les langues régionales qui sont pratiquées et parlées sur son sol, tant à l'intérieur de l'Hexagone que également à l'extérieur, puisqu'on a ouvert aux langues mélanésiennes, etc. Donc, par conséquent, il y a une ouverture qui est très grande et qui est réelle. En ce qui concerne maintenant le dispositif qui est prévu à l'intérieur de la Charte européenne des langues régionales, c'est un dispositif qui est très contraignant, qui oblige les États à s'engager sur 35 paragraphes, au moins 35 paragraphes, sur lesquels ils devront prendre un certain nombre de dispositions, et qui ensuite opère un contrôle sur la manière dont ces États ont appliqué le dispositif sur lequel ils se sont engagés, au bout de 3 ans après la ratification, et ensuite chaque année. Et on contrôle à la fois l'application du titre 2 de la charte que du titre 3, le titre 2 faisant allusion aux objectifs, et le titre 3 faisant allusion notamment aux dispositions qui ont été retenues par chaque État sur lesquelles il s'engage. Et parmi les dispositions dans lesquelles on s'engage, il y a cette disposition qui est relative au fait que les langues doivent être parlées dans l'univers public et pas seulement privé. Et c'est là que ça ouvre un problème très sérieux par rapport au français, et qui est la langue officielle
de notre République et par rapport au principe d'égalité des citoyens, par rapport à l'unicité du peuple français et par rapport au principe d'égalité. Alors, au-delà de cette charte, on va revenir juste après la pause sur donc la situation des langues régionales en France. Que fait la République française? Quel est leur statut? Sont-elles vivantes? À quel point sont-elles vivantes? Une petite pause et on se retrouve juste après. Say holla, holla. Try to follow, follow. She needs her space, dark glasses in place. She won't face the light of day. A soak in the tub, a smoke and a scrub, wash some of the night away. Follow, baby, gotta follow. Some do without, that's what it's about. I doubt if she ever does. Out of the scene, she's keeping it clean, like Johnny come lately was. Gotta holler, dancing for $1. Yeah. She won't spare even one passing glance. Cool and smooth like a slow Spanish dance. Oh, but there was a time back in her prime. She might have found romance. Older, colder hearts don't stand a chance. Makes me wanna holler, holler. Baby girl is dancing for $1. Once it seems she had laughter and dreams, but that's all over now. How is her hair and what costume to wear? All she needs to know for now. Hips to some meat in the heat of the street. Like a vapor, they come and go. She has moves, attitudes. Old dudes pay good money to watch the show. Oh. Makes me wanna holler, holler. Baby girl is dancing for $1, yeah. It makes me wanna holler, try to follow. Baby girl is dancing for $1. It makes me wanna holler, holler. Baby girl is dancing for $1.
C'est Terry Callier sur LYFM 93.1. On écoutait son album Looking Out. Et nous sommes donc aujourd'hui dans notre émission La liberté que nous voulons avec l'association Pour une Constituante. Et nous parlons des langues régionales. Alors vous savez, André Bellon et Louis Sézy, que 93.1 c'est la fréquence d'AligrefM, mais c'est aussi la fréquence qui est partagée avec Radio Pays. Une radio donc qui fait des émissions en breton, en basque, en flamand, dans différentes langues. Je sais plus, j'ai plus exactement la liste. Provençal encore une fois. Ah bah il y a peut-être des émissions provençales. Vous devriez écouter Radio Pays pour savoir. Alors vous vouliez réagir à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez dit quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire, mais c'est assez intéressant vous avez dit, finalement, elle n'est pas très contraignante. En parlant de la charte. La charte, oui. Est-ce que vous avez remarqué, dans l'histoire de l'Union européenne, il y a un phénomène systématique. À chaque traité, il y a 2 étapes. La première, c'est avant. Et la deuxième, par voie de conséquence, c'est après. Avant, jusque-là, on nous dit, c'est pas grave, ça change pas grand-chose, ça permet juste de mettre un peu à jour un certain nombre de choses. Bon, par exemple, sur le traité constitutionnel européen, on nous expliquait, non, mais c'est uniquement un petit problème d'organisation administrative et tout. Et une fois que c'est ratifié, on nous explique qu'il y a eu une étape fondamentale qui a tout changé. Alors, l'histoire, c'est pas contraignant. Excusez-moi, je ne veux plus l'écouter. Bon. On dit ce qu'il y a dans les traités. On ne raconte pas des bobards. Parce que l'histoire de l'Union européenne, c'est l'histoire des bobards. Bon. Et quand on fait une loi nationale, Dieu sait que c'est mal fait, que le Parlement n'a plus son rôle, que tout ce qu'on veut, mais il y a encore une certaine transparence. Au niveau de Bruxelles, il n'y en a pas du tout. Donc, il n'y a pas, c'est pas important avant, c'est important. Voilà. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote parce que je crois qu'elle pourrait éclairer différemment la question dont nous parlons. Un jour, j'avais fait un article dans Monde Diplomatique qui s'appelait « Et Dieu créa la mondialisation ». C'est d'un érotisme fou. Et Dieu créa la mondialisation. Et je reçois un coup de fil après, je ne vous dirai pas de quel organisme, mais un organisme défendant des langues régionales, me demandant de venir à une de leurs réunions, de leur assemblée. Et je réponds très poliment à la personne, est-ce que vous êtes sûr que je suis la plus qualifiée, la personne la plus qualifiée, parce que... Et la personne me répond, on a très bien lu ce que vous écrivez. On voit très bien les nuances, mais nous pensons une chose, nous avons le même ennemi. Et c'est vrai. La vraie question, elle est là. Nous avons le même ennemi, c'est-à-dire la mondialisation qui détruit les cultures, que ce soit la culture nationale française ou la culture des régions, qu'elle veut folkloriser. Mais folkloriser, ça veut dire enlever tout pouvoir politique. La réalité, c'est qu'on veut centraliser le pouvoir politique en émiettant les cultures. Voilà, c'est ça. Donc vous n'êtes pas un républicain intégriste qui souhaite gommer toutes les spécificités régionales J'ignore si je vous ai lu Robespierre tout à l'heure, c'était pas l'image qu'on en a d'habitude, je vous signale au passage. Oui. Et encore une fois, le club des Jacobins, au départ, s'appelait le club des Bretons, qui était très en avance sur, au départ, les Bretons. Mais il y a des choses que... Bon, par exemple, le drapeau breton, qui est très connu. De quand date-t-il ? 1923. C'est la guerre de 14 qui a produit un certain nombre de choses. Et très légitimement, soit dit en passant, parce que les Provençaux et les Bretons, on les mettait en première ligne systématiquement. Pour ceux qui, s'il y a des Provençaux qui nous écoutent, l'histoire du 15e corps, dont mon grand-père était membre, c'est qui a été une honte. C'est-à-dire de faire peser sur les Provençaux soi-disant feignants une défaite qui était due à l'état-major.
Bien, alors, revenons à la situation quand même, aux engagements de la France, enfin, à ce que la France fait en matière de langue régionale. Alors en matière d'enseignement, vous l'avez un peu rappelé, donc il y a tout un tas de langues régionales qui sont enseignées dans les écoles, les lycées, les collèges. Euh, je ne sais pas si Louis, vous voulez le rappeler, mais est-ce que finalement ces langues qui sont enseignées depuis, si je ne me trompe pas, 1951, c'est vous, Oui, André tout à fait. Bellon, qui Oui, me la l'avez loi dit hors Dessalines, antenne, c'est pour ça que je le Il y a eu sais. d'autres phrases ensuite, oui. Finalement, ça veut dire qu'au moment où Jules Ferry a fondé l'école publique obligatoire gratuite, il y avait que le français à ce moment-là. Donc il y a quand même eu un gommage de toutes ces langues pendant 70 ans. C'est vrai, pendant un certain temps, on peut dire que ces langues régionales n'ont pas été favorisées, encore que, même avant la loi d'Exxon, je rappelle que le français Frédéric Mistral a obtenu le prix Nobel, je crois que c'était en 1924, pour l'ensemble de son œuvre en provençal, où il a écrit Mirail, etc., enfin des choses tout à fait considérables et qui avaient eu un certain succès à l'époque. Et donc l'expression des langues régionales, même lorsqu'elles n'étaient pas encadrées par des textes, avait tout à fait libre cours en France, et on n'a jamais eu de dragonnade à partir de la Troisième République contre le fait de parler de telle langue régionale, même si, bien sûr, au niveau des écoles, l'enseignement qui était prodigué était l'enseignement exclusif du français. Et c'est la loi d'Exxon, comme le rappelait André Bellon, qui a changé un petit peu les choses, puisque la loi d'Exxon en 1951, elle ouvre l'enseignement au breton, au basque, au catalan et à la langue occitane. On y ajoute le corse en 1974, le tahitien en 1981, les langues régionales d'Alsace en 1988, les langues régionales des pays mosellans en 1991, les langues mélanésiennes en 1992 et le créole en 2002. Donc on voit bien la progression. Et donc, je veux dire, la République a eu, à partir de 1951, les bras tout à fait ouverts par rapport aux langues régionales, puisque le fait de les enseigner au niveau de l'école, des collèges et des lycées a cru et s'est ouvert à davantage de langues régionales. Je rappelle qu'aussi, il a été créé un conseil académique des langues régionales dans les académies où étaient parlées de telles langues régionales, et que les collectivités locales étaient également invitées à nouer des conventions avec l'éducation nationale, plus la création des CAPES. Voilà. Donc on voit bien qu'on a une certaine richesse au point de vue culturel qui est entretenue, sans pour autant que ça ouvre à mettre ces langues régionales sur le même statut, dans un même statut, c'est-à-dire sur un pied d'égalité avec le français. Le français est la langue officielle, elle s'adresse à tous les citoyens, elle est en usage dans tout ce qui est le service public et dans les textes officiels de la République, et les autres langues régionales sont favorisées en termes d'expression culturelle. On a bien là deux plans qui sont différents, un plan qui est politique et un autre plan qui est plus culturel, mais qui est également un niveau d'ouverture. La Charte européenne des droits de l'homme ne se situe pas à un point qui est purement culturel. Elle se situe à un niveau qui est politique. Elle veut mettre à peu près à égalité les langues régionales avec la langue nationale. Et c'est cela qui pose un problème, parce que ça obligerait la France à traduire tous les textes dans les langues régionales s'il y avait une demande qui sont pratiquées, qui sont parlées. Outre le coût et le travail considérable que cela engendre, cela serait facteur de confusion parfois, parce que quel est le texte qui ferait foi entre le texte écrit en français
et puis un texte qui aurait été traduit dans telle ou telle langue régionale en cas de conflit au niveau de l'application. On voit bien que ça peut entraîner des problèmes juridiques et des phénomènes de tension. Alors, au-delà de l'enseignement, la France la République fait d'autres choses pour développer les cultures et les langues régionales. En termes de, il y a quand même des textes législatifs qui sont accessibles dans différentes langues. Il y a des choses qui sont faites au niveau des collectivités locales. Les médias, est-ce qu'il y a des mesures ou de développement des médias? Je parlais de Radio Pays tout à l'heure, mais c'est pas la seule. En matière de politique culturelle, je sais pas. Donc si vous, je crois que là c'est à la discrétion. Ça fait beaucoup de choses, mais je crois que c'est à la discrétion des associations et des structures dans lesquelles ces langues sont parlées. Mais il n'y a pas une invitation, des directives qui viennent du gouvernement français, des autorités publiques, en dehors de ce qui se passe dans l'enseignement et que nous avons déjà évoqué. En revanche, si la charte avait été ratifiée par la France s'engageait aussi dans des mécanismes culturels comme la radio, la télévision, etc., à faire en sorte que ces langues régionales soient parlées, que des émissions leur soient consacrées, etc., etc. De même dans la traduction des textes, mais là on l'a déjà, donc là, évoqué. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, mais il n'y a pas non plus de contraintes. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'interdiction non plus, mais il n'y a pas de contraintes. Si vous voulez, puisque vous abordez ce sujet... Et je reviens toujours un peu à ma manière de penser. Effectivement, il y aurait à dire sur la presse et cette question-là. Enfin, très franchement, il y aurait beaucoup à dire sur le problème de la presse en général. Hein. Bon. Ça, et pas seulement sur cette question-là. Non, mais on ramène toujours les problèmes à une optique particulière en oubliant l'essentiel. Hein. Moi, je veux bien que, comme le disait un ancien président du Conseil de l'Europe, parlant du fait que la France n'avait pas ratifié la fameuse charte, là, il appelle la France au respect effectif des droits de l'homme en France. Parce que, selon lui, quand on aura ratifié ça, les droits de l'homme en France, ils sont respectés. Bon, enfin, on ramène tout à des trucs qui arrangent l'usine à gaz européenne, pour faire bref. Hein. Il y a peut-être une autre manière de poser les problèmes. Hein. Et cette manière, c'est peut-être... Et on arriverait sans doute à poser, y compris les questions qu'on pose aujourd'hui, c'est de revenir à un fonctionnement réellement démocratique dans ce pays. Voilà, donc évidemment la démocratie, c'est la constituante, base... soit dit en passant. Mais oui, elle peut se saisir de toutes les questions, bien sûr. Et elle peut s'en saisir dans un cadre qui est là, pour une fois, démocratique. Oui, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, il y a moins de 9% des Français qui pratiquent une langue régionale. Et que seul un Français sur 8 a reçu de ses parents la transmission d'une langue dite régionale. Donc ce sont des enquêtes qui datent un peu, elles sont de 1999 et qui avaient été faites par l'INSEE, mais qui nous donnent tout de même quelques indications sur la langue en tant que phénomène parlé et pratiqué donc au quotidien. Si l'on prend par exemple le flamand, on n'a pas les chiffres exacts, mais il comporterait 20 000 à 40 000 locuteurs sur une population de plus de 4 millions d'habitants. C'est pour donner un petit peu un ordre de grandeur entre les revendications parfois excessives qui sont brandis par certains, et la réalité du phénomène langue régionale. La langue, ça doit être un phénomène parlé de manière naturelle et spontanée. On ne peut pas, de manière artificielle, vouloir, à un moment donné, lui donner une autre impulsion, etc., puisque là, ça dépend un petit peu des dispositions que les Français, dans tel ou tel type de territoire, ont les uns et les autres par rapport à la langue, étant entendu que rien n'est interdit dans le phénomène parlé de la langue.
crois que la plus parlée, c'est l'alsacien, hein, encore Oui, aujourd'hui. tout à fait, hein, tout me à fait. semble. Bon. Oui, Oui, il me semble. Tout à fait, oui, oui. il me semble C'est exact. avoir lu ça Oui, oui, également. tout à fait, oui, oui. Alors, quid Je crois qu'ils sont 2 millions à parler l'alsacien. Alors, on parle, on a surtout parlé des langues régionales françaises. Quid des langues minoritaires, donc issues, on va dire, de l'immigration, donc le berbère, l'arabe, le romani et probablement On plein retombe, d'autres. mais d'une manière différente, puisque pour nous, c'est inscrit dans notre histoire, en négatif et en positif d'ailleurs. Là, c'est un apport plus récent. Est-ce que on considère qu'au fond du fait qu'on officialise ces langues en tant qu'élément de l'espace public, je vais au maximum, hein, bon, on a résolu le problème. Est-ce qu'on veut communautariser de fait ces communautés? Ou est-ce qu'au contraire, on considère que le fait qu'ils sachent parler la langue commune, qui est le français dans l'occurrence, hein, tout en préservant d'ailleurs leur identité, leur capacité à connaître leur langue, qu'elle soit enseignée, etc., n'est pas une manière de mieux régler le problème social, démocratique, économique, etc. Moi, je suis frappé par le fait que la règle commune, non pas en tant qu'obligation, en tant que contrainte, mais en tant que capacité à vivre ensemble, devient quelque chose de gênant, de péjoratif. Enfin, le vivre ensemble, c'est quand même bien ça, non? Le rôle d'une société. Oui, le vivre ensemble, c'est dépasser les différences. Ben oui. C'est-à-dire, on va vers ce qui est commun au plus grand nombre, ce qui unit les gens, et non dans une volonté de mettre l'accent sur ce qui distingue, sur ce qui sépare, etc. Parce que dans une communauté nationale, on doit être réunis sur un certain nombre de valeurs, sur un certain nombre de pratiques quotidiennes, et également, et ça nous manque aujourd'hui, hélas, sur un projet politique. Ce qui fait, hélas, terriblement défaut aujourd'hui. Attends, il y a un projet politique. mais, C'est la destruction de la société, du peuple. Oui, on peut dire ça comme ça. Il y en a Mais un. Il y en a alors un. effectivement, il y a ce débat qui est assez fort aujourd'hui sur le fait que finalement, à force de vouloir trop gommer ces fameuses différences, elles se réaffirment avec plus de violence, et notamment parmi d'autres Edoui Plenel qui a pas mal critiqué le fait qu'on avait trop de volonté d'assimilation, d'assimiler, de faire en sorte que tout le monde se ressemble. Écoutez, moi, je veux bien. Moi, je trouve Edoui Plenel est un homme tout à fait intéressant et je trouve, j'ai vu pas mal de textes que je trouve utiles et avec lesquels je serais particulièrement prêt à discuter avec lui. Mais lorsque, par exemple, bon, il se trouve que je suis un admirateur d'Alexandre Dumas. Bien, Alexandre Dumas, comme vous le savez, avait une grand-mère noire et esclave. Lui-même était carteron. Vous avez écrit un bouquin sur le Oui, sujet, oui. d'ailleurs. En Il me fait, j'ai semble fait bien. une postface à un de ses Absolument. livres, qui s'appelle La route de Varennes. Et je fais partie de la Société des Amis d'Alexandre Dumas. Lorsqu'il a été mis au Panthéon, donc c'est un des très grands écrivains français du 19e, hein, lorsqu'il a été mis au Panthéon, le titre du Monde, le métissage rentre au Panthéon. Est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de poser le problème? Est-ce que c'est pas un très grand écrivain français rentre au Panthéon? Avant tout, Avant tout. bien sûr. C'est intéressant, ça, comme symbole. Pourquoi mettre l'accent sur ça? C'est-à-dire, justement, en dépit, enfin, son père, hein, fils esclave, lui-même esclave d'ailleurs, puisque le grand-père, ils s'appellent tous Alexandre, hein, puisque le grand-père l'avait racheté. Ça, c'est le code noir. Bon, c'était assez bizarre. Bon, il devient général de la Révolution. C'est-à-dire, il y avait un côté libérateur dans la Révolution en la matière. Il devient général. OK? Ensuite, Napoléon interdit aux Noirs d'être dans l'armée, en tout cas d'être officier. Donc, évidemment, d'ailleurs, il démissionne parce qu'il n'aime pas le bonapartisme. Et c'est là qu'il se retire à Villers-Cotterêts et qu'il a des enfants, dont l'écrivain. Voilà. Mais
Pourquoi mettre l'accent sur cet aspect de différencie qui l'oppose? Pourquoi ne pas mettre l'accent sur l'aspect extraordinaire de ce destin? Ça aussi, ça fait partie de la réflexion qu'on doit avoir. Oui, je crois que les personnes d'origine étrangère qui ont acquis la nationalité française et que la France a intégré dans son sein, elles n'ont pas pour autant coupé leurs liens avec leurs racines originelles et que leur diversité peut continuer à s'exprimer à l'intérieur d'associations, de groupements, etc., où l'on peut pratiquer la langue et la culture commune sans que pour autant tout cela soit mis et brandi comme un étendard qui viendrait affronter de manière violente la République et la langue nationale, qui est la langue de tous. Pourquoi, chaque fois qu'on met en avant la diversité, on veut faire en sorte qu'elle s'exprime de manière négative et à l'encontre de ce qui rassemble et de ce qui réunit? On peut garder sa propre diversité et pour autant avoir le sentiment d'appartenir à une communauté plus large qui est la communauté nationale. Eh bien, on va en rester sur ces paroles. Oui, un dernier mot de conclusion. Oui, Louis? peut-être un dernier point. Le Sénat, le 27 octobre dernier, lorsque le Premier ministre, le gouvernement, lui a soumis le projet de modification constitutionnelle permettant à la France de ratifier les langues régionales, a repoussé ce projet par une question préalable et a donc refusé d'en débattre parce qu'il lui apparaissait comme étant anticonstitutionnel. Je trouve que c'est un signe de santé que la Chambre dite haute dans notre République ait joué ce rôle et repoussé ce texte qui prônait la ratification, qui allait à l'encontre des articles les plus fondamentaux de notre Constitution et qui scellent notre lien à l'universel, l'égalité, l'unicité du peuple français et l'indivisibilité de la République. Eh bien, merci beaucoup Louis Sézy, merci André Bellon pour cette énième émission ensemble et notre dernière 25e et dernière de l'année 2015. Mais on se retrouve. Bonne fête à tous. Voilà, merci, bonne fête et à vous également. Et donc on se retrouvera pour une prochaine émission au mois de janvier. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr. Voilà, on se dit au revoir. Donc, vous étiez dans Voix contre oreille. On se retrouve tous les mercredis entre 8 et 9. Je vous retrouverai mercredi prochain. Je serai encore là avec vous, donc mercredi 23. Ça sera notre dernière émission de l'année. Et donc, avant de se quitter, je voulais vous conseiller un spectacle qui peut vous intéresser aussi, Louis et André. C'est donc le maniement des larmes. Voilà, donc c'est en fait le 3e volet de la trilogie de la compagnie Un pas de côté sous la houlette de Nicolas Lambert, qui a fait la trilogie Bleu, Blanc, Rouge, 3 pièces de théâtre totalement remarquables. Donc il y avait dans la trilogie, il y avait Elf, la pompe Afrique. Voilà, oui, les titres sont toujours très bien choisis. Il y avait
Je vais le retrouver. Il y avait une fission française. Voilà, le deuxième volet, c'était une fission, un avenir radieux, une fission française, donc sur l'histoire du nucléaire en France et la chape de plomb autour de ça. Et puis là, le troisième volet, donc qui vient de sortir, le maniement des larmes. Et donc Pense à nos dirigeants, là. Ah bah c'est en fait donc le maniement des larmes, c'est donc toute l'histoire de l'industrie de l'armement en France et tout ce qui est autour. Alors moi j'y vais ce soir, donc je ne l'ai pas encore vu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien et ayant vu les deux autres volets, je peux déjà vous les recommander, le recommander aux auditeurs. Donc il passe dans beaucoup d'endroits. À Paris, il est jusqu'au 20 décembre au Théâtre du Grand Parquet, tous les mercredis, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, jusqu'au 20 décembre au Théâtre du Grand Parquet. Voilà. Et puis après, il tournera dans d'autres villes de France. Voilà pour le maniement des larmes de la compagnie Un Pas de Côté. C'est l'heure de nous quitter. Merci beaucoup. Donc, c'était Valentin qui était aux manettes ce matin. Très bonne journée. Vous retrouvez Denis à 9h30 pour La Voix du Ghetto. Et donc, je vous retrouve la semaine prochaine.